Guérit TV Monde rouvre son antenne régionale de Parakou à partir du 1er août 2024. Pour toutes vos activités dans le Nord Bénin et autres renseignements, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver pour l'édition du soir à sur Guérit TV Monde. Voici les principaux titres. La distribution des relevés de notes aux candidats du baccalauréat session de juin 2024 est désormais effective sur toute l'étendue du territoire national. Dans ce journal, nous vous présenterons le constat réalisé par l'une de nos équipes au lycée Béanzin de Porto Nouveau. Avant-dernière commémoration de la session à la souveraineté nationale et internationale sous la présidence de Patrice Talon. Quel sort pour les détenus et exilés politiques? Le commentaire de Shabzdin Badarou est à suivre dans ce journal. En page internationale, nous parlerons du retrait de Joe Biden de la course à la Maison-Blanche. L'annonce a été rendue publique ce dimanche 21 juillet 2024. À nouveau, bonsoir et bienvenue. Nous démarrons cette édition par un carnet noir. La presse béninoise est une fois de plus frappée par le deuil. En effet, François-Xavier Noumon, journaliste à E-Télé, est décédé aux premières heures de ce lundi 22 juillet 2024 suite à un accident de circulation à Cotonou. Ce décès vient s'ajouter à la longue liste de récents décès dans le monde des médias au Bénin. Ce passionné du journalisme laisse derrière lui une famille, des amis et des collègues. Une équipe de Guérit TV Monde a recueilli pour vous les témoignages de plusieurs journalistes sur qui était l'homme. Écoutons-les. On a eu la chance de partager un ou deux plateaux, voilà. Et je crois que c'est quand même quelqu'un qui était courtois malgré les différences au niveau des points de vue dans la gestion du pays. Je vais appeler Fofo. Sergio, comment ça va? C'est ce qu'il me disait. Je crois que quand j'ai appris sa nouvelle ce matin, j'étais quand même consterné. J'ai voulu capter et t'aider pour voir si c'était vrai. J'ai vu que c'était la photo qui était à l'écran. Ça prouve que c'était vraiment vrai. C'était quelqu'un qui avait le talent et qui était une valeur pour la presse béninoise, quelqu'un sur qui on pouvait compter pour que l'état que nous connaissons dans cette presse-là puisse être relevé. Vraiment, paix à son âme et que la terre soit légère. Je suis dévasté. Je ne pouvais imaginer que c'était la dernière émission avec ce brillant journaliste, l'un des meilleurs de sa génération. C'est triste parce que aujourd'hui, lundi 22 juillet, c'est une journée qui devrait être une journée de joie pour la presse béninoise parce que vous n'êtes pas sans savoir que la nouvelle mandature est installée aujourd'hui. Et c'est dans cette même journée que nous apprenons que le confrère François-Xavier Noumon s'en est allé. Voilà la tristesse. C'est un homme cultivé, un homme très bon, professionnel, surtout à travers son émission phare sur E-Télé avec Osia Sossonouveau. Je veux parler de son émission Dimanche, c'est politique que nous suivons. Il faut dire que c'est vraiment triste. Et ça commence par nous faire peur, nous qui sommes encore dans le métier, parce que cette année 2024, nous avons beaucoup appris la mort de tel confrère, la mort de tel confrère. Et on se demande même pourquoi toujours la presse béninoise. Quand on démarre une semaine avec ces genres de nouvelles, vous savez, sur le plateau ou dans les studios, ce que l'on ressent, c'est vraiment triste pour la presse béninoise. Je suis triste, je suis sous le choc depuis ce matin que j'ai appris la nouvelle de son décès. J'ai appelé les amis avec qui nous partageons le plateau de l'émission Ça se discute qu'il anime les soirs et quelques-uns de ses collègues qui ont pu décrocher m'ont confirmé la triste nouvelle.
Xavier était un homme d'équilibre. Il était un journaliste, je dirais, intellectuellement au point. Et en dehors des plateaux, nous partagions, lui et moi, des idées futuristes pour notre pays, le Bénin. Et je dirais que c'est une perte, c'est une grande perte pour la corporation, pour le pays, évidemment pour sa famille. C'est déplorable toute disparition et c'est déplorable encore que François Xavier nous ait quittés ainsi. Moi personnellement, je ne le connais qu'à travers les zones, qu'à travers sa prestation, puisque nous faisons, on va dire, des émissions similaires. On reçoit en entretien des acteurs politiques. Et donc, cela fait une énième fois qu'un journaliste est en train de décéder ces dernières semaines. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas quel est ce vent-là, n'est-ce pas, qui souffle. On ne peut que, disons, dire paix à son âme, que la terre lui soit légère et surtout dire beaucoup de courage à sa famille biologique, à sa famille professionnelle et à tous les confrères en général. Ça devrait nous amener à savoir que nous côtoyons la mort à tout moment et savoir que dans notre métier, beaucoup de risques nous guettent. On voit souvent les menaces et tout le reste, mais on peut aussi mourir d'autres choses. On peut mourir d'accidents, on peut mourir de paludisme. Donc, soyons au service du public, de l'intérêt général. C'est ce qui va être gardé le plus de nous, quand malheureusement on partira, comme tout le monde d'ailleurs. Nommé en Conseil des ministres lors de la session du mercredi 3 juillet 2024, Edouard Loko a été officiellement installé dans ses fonctions. La cérémonie de passation de charge a eu lieu ce lundi 22 juillet 2024 en présence du collège de nouveaux conseillers. Désormais donc à la tête de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, Edouard Loko succède à Rémi Prosper Moretti qui, en lui remettant le bâton de commandement, a souligné l'immensité de la tâche qui attend la nouvelle mandature de l'institution de régulation des médias. Edouard Loko, conscient de l'ampleur des défis, a rappelé que les différentes réformes seront mises en œuvre sans état d'âme avec la contribution des acteurs pour redorer le blason de la profession. Comme annoncé, la distribution des relevés de notes aux candidats admis au baccalauréat session de juin 2024 a été effective ce lundi 22 juillet 2024. C'est le constat fait par Anselme Orisha et Crépin Godonou au lycée Béanzin de Porto Novo. Les images. Les candidats admis au baccalauréat session de juin 2024 reçoivent leur relevé de notes depuis ce lundi 22 juillet 2024. L'opération de distribution est effective sur toute l'étendue du territoire national. Au lycée Béanzin de Porto Novo, plusieurs candidats ayant composé dans différents centres de département de l'OME ont fait le déplacement pour le retrait de leurs relevés de notes. Si certains se disent satisfaits des notes obtenues, ce n'est pas le cas pour d'autres qui se disent très surpris. Je suis venue prendre mon relevé du baccalauréat. Je ne suis pas satisfaite de la note dans certaines disciplines, mais d'autres oui. Il y a d'autres aussi, bon. Peut-être c'est le miracle de Dieu, je ne sais pas. Pour moi, franchement, avec l'effort que j'ai fourni, mes notes sont un peu assez médiocres. Parce que je n'ai pas eu les notes que je voulais avoir. Donc, je ne suis pas très satisfait. À la suite, je me dis que je vais m'inscrire dans une filière d'informatique. Sinon, pour moi, si j'avais réussi à avoir plus de notes en physique ou en maths, j'aurais fait génie civil. Mais maintenant, je pense me pencher vers l'informatique et j'attends de voir ce que tu as fait. Dans l'ensemble, j'attendais un résultat. Bon, j'ai pas eu le résultat que j'attendais, mais bon, je remercie quand même Dieu. Même si c'est pas ça, ça peut me permettre de faire ce que je veux faire. Ça peut me permettre de faire la filière que je veux faire. Et ça m'ouvre aussi d'autres opportunités. Je suis revenue pour retirer ma carte, mon relevé de notes.
Mais je suis là depuis à peu près 8 heures. Mais ils m'ont pas encore remis mon relevé. Et puis, il y a la dame là qui nous dit de former un rang et tout. Pendant ce temps, d'autres encore dans le rang se plaignent de la lenteur observée dans la distribution des relevés de notes au regard du nombre important de candidats qui se sont déplacés pour obtenir cette pièce maîtresse. J'étais là depuis 10 heures et apparemment il n'y a pas une meilleure organisation. On nous a demandé de faire un rang, mais cela ne se respecte pas. La dame, elle vient, elle prend les personnes qu'elle veut et c'est tout. Et après, elle demande une pause ou bien bon. En tout cas, elle ne respecte pas le rang, elle ne respecte pas. Il n'y a pas une organisation stable. D'autres sont là depuis 8 heures, mais ils n'ont pas encore reçu leur relevé. Par exemple, un ami est là depuis, il n'a pas encore pris. Je suis venu vers l'intervalle de 9 heures comme ça. Oui. Ensuite, ils m'ont indiqué là où était. Là, on pouvait aller prendre un relevé, quoi. Je suis allé. Il y avait la file. C'était un peu long. Bon, j'ai réussi à me faufiler. Après quelques minutes, j'ai réussi à prendre mon relevé. Je suis venu chercher mon relevé au lycée Bianzin de Porte-Novo. Je suis venu à 11h. Donc j'ai eu mon attestation environ de 12 heures par là. Mais il y avait quand même une longue possession. Elle ne sait pas comment organiser les trucs parce que depuis là, on est là. Je ne sais même pas comment elle fait. Et puis, ils sont deux là, mais ils ne font, c'est même pas comme s'ils sont deux. Déjà, il y a du monde. Et puis de deux, c'est trop lent. Trop lent. J'aurais souhaité que la prochaine fois, qu'ils essaient de trouver une autre méthode pour pouvoir par rapport à ça, quoi, parce que franchement, ça ne va pas du tout. Si c'est comme ça, ils pensent faire pour pouvoir nous remettre à chaque fois les relevés, ça n'ira pas du tout. Faut-il le préciser, les candidats ont 2 jours, soit du lundi 22 au mardi 23 juillet 2024, pour retirer leurs relevés de notes dans les centres retenus sur l'ensemble du territoire national. Passé ce délai, ils devront se rendre dans les directions départementales des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. À moins de 2 ans de la fin du mandat du chef de l'État Patrice Talon et à quelques jours de la célébration de la 64e fête de l'indépendance du Bénin, la question des exilés politiques et des détenus politiques continue de préoccuper l'opinion publique. Shamsdine Badarou aborde le sujet dans le commentaire du jour. Alors que le Bénin s'apprête à célébrer son avant-dernier 1er août sous le mandat du président Patrice Talon, une préoccupation importante demeure au cœur des débats, la situation des détenus et exilés politiques. Cette préoccupation épineuse, souvent source de tensions et de débats passionnés, pourrait-elle trouver une issue favorable sur la gouvernance de Talon avant la fin de son mandat ? En effet, depuis son accession au pouvoir, Patrice Talon a mené une politique de fermeté qui a souvent été critiquée. Plusieurs figures de l'opposition se trouvent actuellement derrière les barreaux ou en exil, suscitant des inquiétudes tant sur le plan national qu'international. Des démarches et des plaidoyers ont été entrepris pour obtenir la libération des détenus et le retour des exilés, mais sans succès jusqu'à présent. Il y avait eu un moment d'espoir lorsque des députés du parti d'opposition, les démocrates, avaient proposé une loi d'amnistie. Cette proposition de loi, si elle avait été adoptée, aurait pu marquer un tournant décisif dans la situation des prisonniers exilés politiques. Cependant, malgré l'engouement suscité, cette proposition n'a pas encore abouti, laissant planer une incertitude sur l'avenir des concernés. Nombreux sont ceux qui considèrent le président Patrice Talon comme le dernier recours pour résoudre cette situation. Des appels, des démarches et des plaidoyers ont été adressés directement au chef de l'État. Ces initiatives visent à le convaincre de faire preuve de clémence et de poser des actes significatifs en faveur des détenus et des exilés. Toutefois, le chef de l'État a jusqu'ici maintenu une position ferme, réaffirmant récemment cette posture lors d'un échange avec son prédécesseur Boni Yayi. Dans quelques jours, le Bénin célébrera un autre 1er août et une question se pose avec insistance. Le président fera-t-il un geste fort en faveur des détenus exilés politiques? Une telle initiative serait non seulement un acte de réconciliation nationale, mais aussi un message fort sur sa volonté de laisser un héritage politique empreint d'humanité et de tolérance.
La libération des détenus politiques et le retour des exilés seraient des signes d'apaisement dans un climat politique souvent marqué par la méfiance et la division. Ces gestes pourraient aussi renforcer la cohésion nationale et préparer le terrain pour des élections générales de 2026 plus inclusives et apaisées. D'un autre côté, la fermeté de talons pourrait aussi être vue comme un moyen de maintenir un certain ordre et de prévenir d'éventuels troubles. Cependant, l'histoire a souvent montré que la réconciliation et l'inclusion sont des piliers essentiels pour une stabilité durable. Ce journal se poursuit, mesdames et messieurs. Le conseil municipal de Porto Novo, sous la direction du maire Charlemagne Nyankoti, a tenu sa 3e session extraordinaire de l'année 2024. 3 points étaient à l'ordre du jour, notamment l'étude et l'adoption de la communication relative à l'organisation de la première édition du Festival des masques de Porto Novo, la communication relative à l'organisation des journées municipales de la jeunesse de Porto Novo et enfin la présentation du rapport définitif du plan d'aménagement et de gestion actualisé de la réserve de biosphère de la Basse-Vallée de l'Ouémé 2023-2033, intégrant les changements climatiques et le genre. La session s'est déroulée dans la salle de délibération de la mairie de Porto Novo. C'était le vendredi 19 juillet dernier. On fait le point avec Fauziat Sefou. Échange, débat, contribution et approbation. C'est dans cette ambiance que s'est déroulée ce vendredi 19 juillet 2024 la 3e session extraordinaire de la mairie de Porto Novo. En présence de tous les conseillers municipaux, les 3 points inscrits à l'ordre du jour ont été étudiés et adoptés. La communication relative à la tenue de la première édition du Festival des masques de Porto Novo a été la première présentée. 6 groupes d'animation sur les 3 places, sur les 3 jours. Ça veut dire 18 animations de place. Et l'idée qui a été, l'approche qui a été trouvée, c'est de faire bénéficier tous les départements du Bénin. Donc, nous aurons des animations, des groupes de Teké qui vont venir de Parakou, des groupes de Tipenti, des groupes de... pour que tout le Bénin se retrouve à travers le festival de Porto Novo. C'est assez éclectique et ça va permettre d'attirer les touristes vers Porto Novo parce que nous avons choisi tout ce que vous pouvez imaginer comme animation. Ce qui est représentatif dans notre festival et qui distingue notre festival, c'est les masques. Et quand on parle des masques, il y a les masques sacrés et il y a les masques profanes. Et tout ce que le gouvernement avait voulu faire dans l'institutionnalisation, c'est que dans l'animation des places, c'est les masques qui doivent aussi animer au niveau des places. L'événement qui se tiendra du 2 au 4 août prochain dans la ville capitale a été adopté à l'unanimité de tous les conseillers municipaux présents à cette session. Nous avons pris une décision majeure, celle d'accompagner tout ce que le chef de l'État, tout ce que le gouvernement a déjà pris en charge au niveau de ce festival. Nous avons dit que le conseil municipal de la ville de Porto Novo ne va pas rester en marge de cette première édition qui sera vraiment inédite. Et je profite de votre canal pour inviter la population à faire le déplacement massif pour voir la beauté touristique, artistique, culturelle de la ville de Porto Novo. La communication relative à l'organisation des journées municipales de la jeunesse de Porto Novo et la présentation du rapport définitif du plan d'aménagement et de gestion actualisé de la réserve de biosphère de la Basse-Vallée de l'Ouémé 2023-2033 avec intégration des changements climatiques et du genre ont aussi fait l'objet de débats au cours de la dite session. Passons maintenant à une note sportive. Le tournoi Fraternité Sota Goto, initié par le jeune leader Modeste Tovieou, a connu son épilogue ce dimanche 21 juillet 2024. Cet événement sportif, qui était à sa première édition, a rassemblé 16 équipes et s'est achevé dans une ambiance très conviviale. Un pari réussi pour le promoteur Modeste Tovieou, qui promet de belles surprises pour les prochaines éditions. Suivons donc les temps forts de cette finale.
Ce dimanche 21 juillet 2024 a marqué la fin du tournoi de fraternité Sota Agboto par une grande finale opposant l'équipe d'Avrankou-Consoin à celle de ZJ Agboto. Cette initiative du jeune leader Modeste Tovieou a réveillé au sein de la communauté qui s'est déplacée en masse les bons souvenirs des périodes glorieuses du football qu'a connu la localité. Ma localité Sota Agboto est une localité très bien connue en matière de football, mais cela fait un très bon moment que cette localité n'a jamais eu à organiser elle-même cette activité. Notre ambition, c'est de pouvoir détecter des talents de football, en fait une bonne équipe qui va compétir en fait au plan national pour les tournois de football surtout. Les amateurs de football ont vécu un moment très enrichissant avec en point d'orgue une belle présentation des équipes qui a émerveillé le public. Voilà son partenaire, et tu vas passer la balle. Et il ne passe pas. Et la balle pour Modeste, Modeste qui va passer. Elle a bien compris. Il doit la tête. Non, c'est pas Avrankou. Avrankou pour qui? Et tu vas passer. Les participants livrent leurs impressions. J'ai assisté vraiment à un football fantastique, je vais dire, parce que 10 tirs au but. Les équipes n'ont pas démérité. Je les félicite. Je reviens maintenant sur l'initiative pour remercier ce jeune frère qui a eu l'idée de réunir, de faire amuser les jeunes pendant ces vacances. Je ne peux que louer cette initiative et que c'est un exemple que je voudrais demander aux autres jeunes de suivre. Parce que ce n'est pas seulement le gouvernement qui va nous faire ces gens de plaisir. Je souhaite que ça soit pérennisé. Celui qui a eu l'initiative de ce championnat, il a bien vu et moi, en mon nom personnel, je m'engage à accompagner, que je sois encore dans Port-Nouveau ou non, cette initiative les années à venir. Le promoteur, très satisfait, n'a pas manqué de saluer le comité d'organisation qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Il promet par ailleurs de belles surprises pour les prochaines éditions. Je suis entièrement satisfait. Et je dirais tout simplement que cela, c'est aussi grâce au comité d'organisation de jeunes très dynamiques qui ont, malgré leur agenda chargé, ils ont accepté, sacrifié le peu de temps pour que nous assistions à ce que nous avons eu aujourd'hui. C'est du jamais vu pour une première organisation, c'était du ouf. Pour les équipes qui ont participé, je dirais simplement, rien n'est encore perdu, c'est un jeu de football. Je leur promets quand même que les éditions à venir seront encore plus meilleures parce que nous allons mettre à leur disposition les équipements nécessaires, les équipements de pointe afin que nous assistions vraiment à des jeux un peu comme au plan national et puis voilà ce que nous voyons à la télévision. 16 équipes ont pris part à ce tournoi de fraternité Sota Agboto et à l'arrivée, c'est l'équipe d'Avrankou-Consoin qui a remporté la coupe. Des prix ont été décernés aux finalistes ainsi qu'aux meilleurs joueurs et buteurs. Hors de nos frontières, à présent aux États-Unis, la course à la Maison-Blanche est bouleversée et les démocrates se retrouvent sans candidat désigné depuis l'annonce du retrait du président sortant Joe Biden ce dimanche 21 juillet. À ce stade, seule la vice-présidente Kamala Harris a annoncé sa candidature et reste l'hypothèse la plus probable. Cependant, le choix de son éventuel colistier pourrait s'avérer plus complexe qu'il n'y paraît, d'autant que certains démocrates appellent à l'émergence de nouveaux candidats. Si l'annonce était attendue par de nombreux cadres du Parti démocrate dans la banlieue d'Atlanta, des membres du parti se félicitent pour cette décision, mais regrettent qu'elle arrive aussi tard. Pour George Granados, président des jeunes démocrates du comté de Gwinnett, un important bastion d'électeurs au nord d'Atlanta, l'annonce aurait dû être faite plus tôt. Je le cite, « C'est pratiquement trop tard maintenant. La convention du Parti démocrate est dans très peu de temps et de même pour l'élection en novembre, a-t-il expliqué. Pour Ravi Batra, un autre cadre démocratique, le choix de désigner Kamala Harris pour remplacer Joe Biden serait compréhensible, mais il aimerait voir un nouveau candidat. Au sein du groupe, seulement la moitié estime que le désistement de Joe Biden permettra une victoire des démocrates en novembre prochain.
prochain. Alors que Kamala Harris est la favorite pour succéder à Joe Biden, elle n'apparaît pas comme une évidence pour Barack Obama. Au lieu de soutenir officiellement la vice-présidente, l'ancien président se prononce en faveur d'une primaire ouverte lors de la convention démocrate qui s'ouvre le 19 août à Chicago. Précisons que généralement, le Parti démocrate, bien avant la convention, parvient à dégager un seul nom. Jusqu'à ce dimanche, c'était celui de Joe Biden, le vainqueur des primaires. Je cite, Joe Biden a été l'un des présidents américains les plus importants ainsi qu'un ami et un partenaire très cher pour moi. J'ai l'extraordinaire conviction que les dirigeants de notre parti seront en mesure de créer un processus d'où émergera un candidat exceptionnel. Fin de citation, a écrit Obama qui ne cite même pas le nom d'Harris. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nous vous retrouvons demain avec le même plaisir.